Ce matin, il y a d'abord le journal par qui le scandale arrive. Le Monde. Fillon a sollicité l'Élysée pour accélérer les poursuites judiciaires contre Sarkozy. Et puis du coup, tout le monde respire le même air un peu fétide. Jean-Pierre Jouyet a finalement admis que lors d'un déjeuner en juin dernier, François Fillon lui a bien parlé de l'affaire Big Malion et des pénalités liées aux dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy. La fameuse affaire Fillon-Jouyet m'a rappelé une série américaine à la fois géniale et cynique et sordide qui s'appelle House of Cards et qui montre toutes les turpitudes de la vie politique américaine à Washington autour de la Maison Blanche et du Congrès. Et j'ai trouvé que le scénario, notre version française, finalement, était pas si mal que ça. Bon, on a un ancien Premier ministre qui vient voir le secrétaire général du gouvernement actuel, qui est son adversaire politique, pour lui demander de faire pression sur la justice, pour arrêter la marche en avant de quelqu'un qui est dans son propre camp, qui se trouve être un ancien président de la République, et qui se trouve être aussi quelqu'un qui est impliqué dans une succession de scandales politico-financiers. Et puis ce personnage qui est central dans l'intrigue, qui est le secrétaire général de l'Élysée, et qui incarne, si j'ose dire, un élément essentiel dans des bonnes séries de ce genre, c'est la consanguinité politique, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le gouvernement de droite et maintenant à l'Élysée dans un gouvernement dit de gauche, etc., et qui ne sait plus très bien où il est, ce qui fait que du coup il écoute à la fois la requête de son hôte, il lui donne même quelques indications, et puis finalement il lui promet la discrétion, et puis ensuite il s'en ouvre à des journalistes, et puis encore il nie leur avoir dit, et puis finalement il avoue qu'il leur a dit. Enfin bref, on est quand même là dans une série de, j'allais dire, si c'était pas un mauvais jeu de mots, d'honnête facture, mais c'est un très mauvais jeu de mots en la circonstance. Et finalement, on se dit, bon, c'est un spectacle feuilletonesque qui est de bonne qualité, sans doute, mais quel sens ça a? Alors, il faut chercher, il faut creuser un peu pour trouver du sens, et ça n'en a pas dans un pays qui est plongé dans l'austérité, qui a 5 millions de chômeurs. Ça en a un peu quand même, parce que ça veut dire deux choses. D'une part, c'est qu'une fois de plus, c'est toujours cette satanée institution présidentielle qui vampirise tout, c'est ça la toile de fond de l'affaire, qui rend ces hommes complètement fous et capables des pires coups tordus. Et il faut quand même qu'on arrive bien à se poser un jour la question démocratique qui rôde autour de cette institution présidentielle. Et puis également ça pose un autre problème, et c'est là que j'ai rattaché de façon un petit peu audacieuse à une autre actualité, qui est la chute du mur, parce qu'on a célébré l'anniversaire de la chute du mur. Apparemment, ça n'a pas grand rapport, et en réalité, quand même, je me suis dit que, alors c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, hein, c'est presque pascalien, mais je me suis dit quand même que cette chute du mur du 9 novembre 89, et qu'on a vécu avec un fol enthousiasme, et qui nous émeut encore quand on revoit les images, charriait beaucoup d'illusions, et que finalement, ce qu'on n'a pas bien estimé à l'époque, moi, nous, sans doute aussi à Politisme et beaucoup d'autres, c'est en effet que disparaissait avec le bloc soviétique, et c'est la somme de ces turpitudes et de ces crimes même, mais disparaissait aussi des notions, des concepts, des mots. Je parle par exemple de la lutte de classe, c'est toujours marqué d'un sceau d'infamie maintenant, quand on dit lutte de classe, et pourtant nous on persiste à le dire, et en fait on se rend compte que il s'est passé quelque chose là, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme a submergé la planète littéralement, a ramassé la mise, a ruiné l'Union soviétique ou la Russie naissante ou renaissante. On le paye aujourd'hui en boomerang avec l'affaire ukrainienne, et aussi également, de cette façon, eh bien, on a imposé une seule vision de la politique, qui est la vision néolibérale, et on a transformé les espaces politiques en une sorte de conseil d'administration. Ben, qu'est-ce que c'est que l'affaire, finalement, Fillon-Jouyet? Oui, je retombe un peu sur mes pieds, et pas si artificiellement que ça. C'est en effet des gens qui sont complètement interchangeables, qui n'ont qu'une seule politique, qui ont la même politique, à une époque où il n'y a plus finalement de véritable débat démocratique. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir avec la chute du mur. Il ne s'agit pas d'être nostalgique du mur, sûrement pas.
mais il s'agit quand même de comprendre que ça a charrié aussi des effets extrêmement négatifs et une sorte d'hégémonie néolibérale qui, provisoirement, je l'espère, a tué l'espace du débat politique et a produit des querelles et des débats qui n'ont pas de sens, pas de contenu, dans le genre de le débat très artificiel et très feuilletonesque House of Cards auquel on assiste aujourd'hui. La une de cette semaine n'est pas très éloignée de ça, mais remet un petit peu, disons, l'actualité sur ses pieds, sur ses vrais pieds, puisque on titre sur l'austérité et sur comment en sortir. Donc il y a un mini-dossier avec la signature de Michel Soudet, de Patrick Pirot et de quelques autres. Et en particulier, on ouvre un peu les trois voies, à la fois l'économie verte, la décroissance, etc. Une autre piste qui est la piste, je dirais, keynésienne, plus traditionnelle, de la relance et de la politique de la demande, et puis aussi la lutte contre l'évasion fiscale, dont on voit encore apparaître un énorme scandale avec le Luxembourg. Donc tout ça, on revient pour montrer que finalement, cette question de la dette, on la fait payer aux petits et aux services publics, mais elle vient d'ailleurs d'une politique qui est précisément la politique néolibérale qui a submergé la planète à partir des années 80.